Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, on fait de la télévision en même temps. On va avoir votre petite voix le matin à la télévision, donc c'est un peu compliqué. Koto avec nous, Koto Selou, bienvenue sur Radio Espace, bienvenue chez les GG. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs et auditeurs. Justement. Alors l'actualité, on va vous faire évoluer dans un instant. Mais d'abord, la crise du côté de la Cour constitutionnelle. Je sais que vous avez fait une sortie récemment. Vous avez apporté votre soutien à Khalifa Sall. Mais les choses sont allées très vite, Koto. Vous êtes au courant qu'il est destitué désormais? Écoutez, je ne sais pas si la destitution est fondée. Ouais. Parce que selon mes informations, elle n'est pas fondée. Monsieur Khalifa Sall est élu pour 9 ans. Ouais. Il semble qu'on ne peut pas le démettre comme ça, sur la base des arguments qui ont été développés par ses collègues, en disant c'est nous qui t'avions élu, aujourd'hui on te retire notre confiance. Dès lors que la loi prévoit qu'il est élu pour 9 ans, on n'est pas au terme de ce mandat de 9 ans. Je ne sais pas encore très bien ce que la loi a prévu, mais je ne pense pas que les gens soient compétents pour décider, chaque fois qu'ils le veulent, de décourter le mandat du président de la Cour constitutionnelle, qui dans la plupart de nos pays sont des personnes inamovibles. Et quel message cela vous renvoie à cette crise à la Cour constitutionnelle? À quelle implication politique vous pensez? Non, bien entendu, je pense que Khalifa Sall a déjà affirmé son opposition au 3e mandat. Oui. Il avait rappelé que le 2e était le dernier mandat du président Alpha Condé. Il avait même souhaité qu'il ne se laisse pas entraîner par des sirènes révisionnistes. Et je pense que tout est lié à ça. Il semble que M. Alpha Condé ait décidé de s'engager dans un 3e mandat. Et le verrou qu'il va faire sauter avant de faire sauter le verrou de la limitation du mandat, c'est, semble-t-il, Khalifa Sall. Ouais. Mais quel message ça vous renvoie à tout ça? Parce que j'ai l'impression que Mme Yoro le rappelait dans ce studio, on est un peuple passif. Personne ne lève le petit doigt depuis hier par rapport à ce qui se passe, à part l'opposition, à part vous, monsieur le président de l'UFDG. Mais l'opposition aussi qui s'est limitée pour l'instant à une déclaration, de condamnation et de soutien à Khalifa Sall. À quoi peut-on s'attendre dans les actions de protestation? D'abord, la première question, à quoi ça ressemble? Tu as posé. Il y a un désordre total dans le pays. On ne dirait pas que c'est un pays dirigé par un professeur de droit. Le droit, c'est l'ordre. Aujourd'hui, regardez le désordre qu'il y a à la Banque centrale, au port autonome, qu'il y a un peu partout avec les syndicalistes. Il y a un désordre. La loi n'est jamais respectée. M. Alpha Condé fait ce qu'il veut et ce qui est conforme à ses intérêts, aux intérêts des membres de son clan. Il y a le désordre partout. La Cour constitutionnelle est un recours ultime. On doit la protéger, on doit la préserver. Lorsque les collègues, les membres de la Cour se retrouvent et décident de limoger le président de la Cour, alors que, au regard des textes que j'ai lus, je ne suis pas un spécialiste du droit, ils n'en ont pas le droit. Et pourquoi? Parce que nous, l'explication que nous avons, c'est celle que je viens de décliner. C'est-à-dire qu'il constitue aujourd'hui un obstacle pour le tripatouillage de la Constitution. Et comme M. Alpha Condé veut s'y engager résolument, il faut faire sauter ce verrou-là pour pouvoir sauter. Non, lorsque nous faisions notre déclaration, nous n'étions pas informés que l'acte était pris par les membres de la Cour constitutionnelle. Maintenant, j'avais dit hier, au nom de l'opposition républicaine, que nous userons de tous les moyens pour empêcher ce coup de force. Si tu permets, selon le point de vue d'un juriste, l'article 11 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle est clair. Il dispose que les membres de la Cour constitutionnelle, dont le président, ne peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour crime ou délit. Je pense qu'à ce niveau, c'est tout de même clair. Mais au-delà de ce forcing à l'interne de la Cour constitutionnelle, ces 8 conseillers avaient emprunté le chemin de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi à la tête des grands groupes au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez faire
au niveau du pouvoir législatif. Justement, parce que quand on voit quelques manœuvres à côté, une manière d'affaiblir l'UFDG, vous êtes au courant, on a vu ces sorties récemment de Jean-Marc Théliano, il y a beaucoup de complicité de ces politiques-là pour soutenir ce projet du 3e mandat. Quand vous n'allez pas me dire le contraire, vous savez bien que ce que je dis c'est vrai. Oui. Il y a des missionnaires pour ça. Bien sûr. Moi, je sais que la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous, patron de presse, journaliste, qu'est-ce que vous comptez faire pour ne pas abandonner le pays à son sort? Vous voyez ce qui s'annonce. Parce que nous tous, nous faisons des déclarations, nous faisons des marches. Lorsque nous organisons des marches pour protester contre la violation de nos lois, contre le désordre qui a cours partout dans le pays, parfois on dit que c'est de la violence. Alors que c'est des manifestations pacifiques pour protester contre un acte posé, une pratique qui est contraire aux dispositions de la loi et qui gêne le développement et l'unité de ce pays. Je pense que c'est le moment que toutes les forces vives se retrouvent et qu'on fasse une analyse lucide de la situation et que nous puissions nous organiser parce que le pays nous appartient tous pour qu'on ait droit à une démocratie apaisée et qu'on instaure enfin dans ce pays un état de droit où chaque citoyen la sécurité de chaque citoyen sera assurée et sa dignité respectée. Je pense que ça dépasse aujourd'hui un parti politique de l'opposition. C'est l'ensemble des forces vives que chacun doit faire ce qu'il peut. Cette manipulation de la classe politique, justement, vous n'avez pas dit un mot dessus, Koto. Beaucoup de choses se passent la nuit, vous le savez. Oui, mais écoutez, l'UFDG, je suis président d'un parti. Il y a un certain nombre de partis qui se retrouvent au sein de l'opposition républicaine pour réfléchir et agir ensemble. Vous n'avez jamais soupçonné l'UFDG de complicité. Nous sommes dans l'opposition. Nous dénonçons tout ce qui arrive et qui est contraire à la loi et contraire aux intérêts du peuple de Guinée. Maintenant, chaque parti est libre d'aller à la soupe, de changer de casquette. Oui, bien sûr. Mais vous le savez. Non, je ne peux pas. Koto. Oui. Écoutez, je ne peux pas retenir au sein de l'opposition un parti. Un parti est autonome. Il prend ses positions en fonction de ses intérêts ou de ses convictions. Mais malheureusement, c'est souvent pour ses intérêts à court terme, pour des avantages matériels, pour des positions administratives que les gens se décident et non pour la défense des valeurs que nous avions décidé de défendre ensemble au sein de l'opposition. Bien. Est-ce qu'il va vous convaincre ce matin chez les grandes gueules? On revient dans 10 minutes. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mon cher. Non, mais pour terminer, Monsieur Diallo, pour terminer sur cette histoire de la Cour constitutionnelle, normalement, la dernière décision devrait revenir ici au chef de l'État, parce que l'article 45 de la Constitution lui confère quand même cette possibilité. Est-ce que vous pensez qu'il enfoncerait le clou jusqu'à entériner cette destitution du président Khalifa Sall? La deuxième question, c'est par rapport à cette histoire de 21 millions d'euros à la Banque centrale. J'ai vu une de vos réactions qui disait sur un site de la place, le gouvernement dit que c'est faux, pourtant c'est vrai. Michel Alpha Condé va entériner une telle décision. Moi, je pense que c'est lui qui l'a suscité, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure. Il a besoin de s'engager dans le tripatouillage de la Constitution pour pouvoir s'octroyer un troisième mandat. Khalifa Sall a affirmé haut et fort qu'il est contre le troisième mandat. Je pense qu'il a suscité la destitution à partir de l'intérieur de la Cour avec les moyens immenses dont l'État dispose. Et donc, à cet égard, il n'y a pas de doute. Si c'est lui qui devait arbitrer, l'arbitrage risque d'être fait au détriment de Khalifa Sall. Maintenant, par rapport aux 21 millions de dollars, je pense que c'est une réalité, nous avons vu. D'abord, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. La Banque centrale doit incarner la transparence dans un pays. C'est la référence. Et comment la Banque centrale peut accepter de confier une mission aussi délicate à une société qu'elle ne connaît pas, les grandes gueules, qui n'a pas prouvé son expérience et ses capacités à faire face? Parce qu'il s'agit là des réserves de change du pays. Mais au-delà de ça, c'est la crédibilité du pays. Une banque centrale, ça se respecte. Lorsque vous avez la garantie de la banque centrale, vous avez de l'argent, espèce. Comment la banque centrale, qui doit donner l'exemple dans le pays, peut-elle choisir quelqu'un sur la base d'une relation personnelle? Toi aussi, on va t'aider à avoir de l'argent, on va te confier cette mission. On lui donne, pour commencer, plus de 60 millions de dollars. 58 millions ou 60 millions 58 millions. 58 millions. 58 millions de dollars. La première opération. Et très rapidement, on se rend compte que les fonds qui ont été remis à cet intermédiaire n'ont pas été déposés à bonne date.
On constate ça, on le convoque, on dit bon, quand est-ce que tu rembourses? Il donne un calendrier qu'il ne respecte pas. En attendant, on suspend le contrat. Mais plus tard, sans que cette dette ne soit éteinte, on réactive le contrat et on continue à lui donner de l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc ça, c'est de la crédibilité de tout le pays qui risque d'être affecté. Parce que la Banque centrale, c'est la référence en matière de rigueur, en matière de crédibilité au niveau international. On dit, nous avons besoin de la garantie de la Banque centrale, on vous paye tout de suite l'argent dont vous avez besoin. Et lorsqu'une Banque centrale se comporte comme ça, c'est dangereux pour le pays. Donc, là aussi, mais c'est la pratique courante dans ce pays. D'ici, j'ai eu l'occasion de le dire. On appelle un ami, on dit, toi aussi, profite ici, on te donne tel marché de gré à gré. Sinon, si on devrait le faire, si on était obligé de recourir au service d'un intermédiaire, on fait une consultation, même restreinte, parce qu'on connaît ceux qui savent faire certaines choses. C'est des choses délicates qui requièrent des garanties suffisantes de la part de ceux qui vont se charger de l'opération. On le fait, mais je dis, ce n'est pas... Ici, de tout le temps, c'est comme ça. Actuellement, tu vas chez Alpha, il veut t'aider, va chercher une entreprise chinoise. Je te donne un marché. C'est comme ça que ça se passe. Le port... Mais comment est-ce possible? Vous l'avez dit la dernière fois quand vous êtes intervenu chez nous à dire qu'ils ont manqué de vigilance. Quand vous avez travaillé à la Banque centrale. Comment est-ce possible? Non, écoutez, c'était par rapport juste au fait que des fonds ont été remis à quelqu'un qui devrait être déposé dans les 48 heures. Ces fonds ont fait 6 mois sans être déposés et que c'est comme si c'est subitement on s'est rendu compte. C'est pas une question de maintenant. Moi, je me souviens quand vous êtes intervenu chez nous, je veux dire, cette sortie, évidemment, ça a fait beaucoup de vagues. On se rappelle aussi qu'il y a Sidya Touré qui est intervenu chez nous, qui a dit aussi qu'il y a une disparition de 8 tonnes d'or du côté de la Banque centrale. Mais comment est-ce possible? Quand on a gouverneur de la Banque centrale, ça veut dire que c'est une entreprise normale. On fait ce qu'on veut. Quand le premier vice-président, le deuxième vice-président, ben, si tout le monde n'est pas complice, il y a quelque chose qui se passe. Moi j'avais dit, je n'ai pas de preuves. Ça, c'était des hypothèses. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être fortement recommandé. Parce que si on ne le poursuit pas, après avoir constaté qu'un montant qui lui a été remis n'a pas été déposé dans les délais prévus, et qu'on suspende le contrat et qu'on soit obligé de le reprendre, c'est soit parce qu'on y gagne, soit on a des instructions d'en haut. Maintenant que cette affaire donc, est connue sur la place publique, même si au plus haut niveau, on la qualifie de très sensible, et que donc, parce qu'elle pourrait avoir des conséquences dommageables pour le pays et pour le commerce extérieur du pays, qu'est-ce qu'on doit exiger de l'État? Est-ce qu'il faut exiger que les fonds, s'il existe, qu'ils soient rapatriés, ou qu'est-ce qui doit être exigé? Il faut d'abord exiger de l'État la vérité. On a entendu des membres du gouvernement, les autorités de ce pays dire que c'est faux. Or, tout le monde sait que c'est vrai. Mais lorsque dans un pays, les plus hautes autorités n'ont pas de scrupules, peuvent venir dans les médias, affirmer des choses qui n'ont aucun fondement. Des gens qui représentent la République, c'est grave. On a démenti ça, on a dit que c'est faux, que c'est la presse, je crois qu'Espace même n'a pas été épargné, qui est en train de la dire. Or, vous savez que c'est pertinemment que c'est fondé. Mais non, nous sommes dans cette République, c'est le désordre. Je vous ai parlé du désordre, le désordre partout. Il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de probité. Chacun dit, fait ce qu'il est, tout le monde est à la recherche des faveurs du plus puissant, en l'occurrence le président de la République. Lui aussi, son souci, c'est d'enrichir son clan. Donc, on doit distribuer les marchés à ses amis et on surfacture et on dénonce et puis ça s'arrête là. Mais il faut noter qu'il y a un environnement qui ne permet pas de sanctionner. Je vous ai dit, j'ai insisté ici. Le rôle de l'Assemblée, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Depuis que Alpha est au pouvoir, l'opposition a fait plusieurs demandes de mise en place de commissions d'enquête parlementaire. Jamais on n'a accepté. Mais la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, a fait un rappel à l'ordre à l'Assemblée et au président de la République, leur demandant de mettre en place la Haute Cour de justice avant le 22 juin 2018. Alors que celle-là devrait être en place depuis juin 2014. M. Alpha Condé sait ce qu'il fait. Comme aucune juridiction ne peut entendre un ministre, le Premier ministre ou le Président de la République,
il ne veut pas prendre de risque d'avoir un autre Khalifa Sall au niveau de la haute cour de justice qui va interpeller le président de la République pour parjure. Or, même le fait de refuser de mettre en place cette haute cour de justice, c'est un parjure. Parce que M. Alpha Condé a juré de faire respecter la Constitution. Or, cette institution est prévue par la Constitution. Il y a plusieurs violations de la Constitution par le président de la République. Mais vous ne pouvez pas l'interpeller. Et il le sait. Et c'est pourquoi il refuse que la haute cour de justice ne soit mise en place. Bien. Notre invité ce matin, monsieur Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le président, deux questions ce matin. La première, c'est rebondir à ce que vous disiez, un pays de désordre, chacun fait ce qu'il veut. J'ai envie de dire, est-ce que celui qui critique, notamment l'opposant, est meilleur à celui qui est critiqué, le président de la République? Vous-même, on a du mal à saisir certains membres de l'opposition. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont là-bas. C'est difficile finalement de les cerner. Est-ce que le désordre ne vous concerne pas, vous aussi? La deuxième question, elle est bien simple. Vous avez suivi probablement la sortie de Sékou Koureissi Condé au sujet des 21 millions de dollars dont vous parliez tantôt. Ouais. Il a dit que l'information procédait plus d'une volonté de nuire que d'informer. Comment y réagissez-vous? Écoutez, moi, c'est pour vous, je ne comprends pas qu'à votre niveau, il y ait une ambiguïté quelconque. La position de l'opposition est claire, la position de l'UFDG est claire. Nous dénonçons les abus de pouvoir, nous dénonçons la violation des lois, nous dénonçons la fraude électorale, nous dénonçons la mauvaise gouvernance dans toutes ces manifestations. On n'est pas ici aujourd'hui, on n'est pas là, ça je ne comprends pas comment vous... Certains qui ont quitté le navire. Non, enfin si vous parlez... Ils défendent très bien le contrat du port autonome. Attendez, je réponds alors. Ouais, bah, allez-y. Okay. Je dis non, j'ai dit que chaque parti est autonome. On peut avoir des convictions, on veut avoir des intérêts. À un moment donné, il y a des gens qui décident d'aller à la soupe pour aller prendre un portefeuille ministériel important ou bien pour recevoir de l'argent pour essayer de déstabiliser l'opposition. Mais tout cela, c'est courant dans la politique en Afrique en particulier. La transhumance fait partie des mœurs politiques en Afrique. Oui. Il y a des gens qui transhument. Parlons de soupe. Je ne peux pas répondre à la place de ceux qui font de la transhumance. Moi, je suis resté constant. Non, quand vous êtes sur les grandes gueules ici, disons les choses telles qu'elles sont, c'est important. Moi, j'ai approché Mouktar pour citer le président de NFD qui dit l'UFDG c'est invivable. Il me l'a dit Mouktar Diallo. Oui, attends, non. Oui. Attendez, ne déplacez pas le débat. Oui. Je ne déplace pas le débat parce qu'on parle de transhumance. C'est important de dire ce que les autres pensent. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de vous le dire. Parce qu'il me dit que Koto c'est un gladiateur. C'est ce qu'il me dit. Lamine, peut-être pour préciser. Non, mais alors si vous ne me laissez pas parler, je suis... D'accord, attendez, non. Allez-y. Attendez. Chaque parti garde sa liberté. On n'est pas à l'opposition pour être membre de l'UFDG. On est à l'opposition parce qu'on a des convictions. On pense que la gouvernance est mauvaise, qu'il faut la dénoncer et travailler pour l'alternance. Ça peut être pour soi, ça peut être pour un autre de l'opposition. On n'est pas à l'opposition pour Cellou Dalein. On est à l'opposition parce que on veut défendre les intérêts du pays. Et on considère que les pratiques du pouvoir d'Alpha Condé sont contraires aux intérêts de la population. On veut les dénoncer, on reste à l'opposition. Si on n'est pas de l'opposition, on va dans la mouvance, on soutient le gouvernement, on soutient ses actions. Ça, c'est un choix que chaque parti politique, indépendamment de la position prise par l'UFDG... La question de la mine vaut tout son pesant d'or. D'autant que, même récemment, des voix se sont fait entendre au sein de votre groupement politique. Je vais citer par exemple Ahmed Kourma du parti Groupe qui a dit qu'il y a un malaise, qu'il y a une forme de malaise et qu'il explique que plus généralement, les décisions sont prises de façon unilatérale. Aujourd'hui, ce que l'opinion constate, c'est que nous prenons le cas de Alusene Makanela Kake, mais aussi de Papa Koli Kourouma, qui sont de moins en moins présents à vos côtés. Lorsque vous organisez, vous tenez vos réunions, vos plénières, qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là et on voit aussi les atermoiements de Elhadji Mamadou Sylla, avec qui vous aviez un accord, un protocole d'accord, vous avez signé un protocole d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec vos partenaires? Est-ce vous le problème ou bien vous pensez que ce sont eux qui sont fluctuants dans leurs convictions? Écoutez, alors vous avez parlé de Makanera et Papa Koli qui ne sont pas là, qui sont en Europe depuis 2 ou 3 mois.
Même hier, j'ai parlé avec Makanera. Actuellement, non. Ça ne cache rien. À ma connaissance, non. Mais en tout cas, avec Makanera, je ne sens absolument rien. Même hier, on a parlé, et d'ailleurs, il est au Maroc. Il est en route pour Conakry. Bon, ceci dit, le chef de file de l'opposition ou le président de l'FDG, nous n'avons pas de choses à distribuer. Vous comprenez? Lorsque Alpha veut attendez, non, non, mais c'est vrai. Laisse-moi finir, c'est important, je te laisse finir. Lorsque Alpha veut récupérer un cadre de l'opposition pour dans son obstination à isoler Cellou. Vous comprenez? Bon, il a des choses à offrir. Il peut offrir un gros ministère. Il peut offrir de l'argent. Parce que, vous savez, les trucs... Moi, les grandes gueules. Lorsque on travaille à l'occasion des élections, j'essaie d'aider autant que je peux. J'ai inscrit des opposants sur ma liste. Mes militants ont voté au détriment de mes cadres. Il y en a même qui ont démissionné parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas été élus parce qu'ils ont estimé que j'ai donné les premières positions à des gens qui n'étaient pas partis. Je fais cet effort pour aider, mais je ne peux pas aider, je n'ai pas d'argent à distribuer, je n'ai pas de poste ministériel à distribuer. Nous sommes dans un combat. L'opposition est difficile. Finalement, à la fin du compte, c'est quoi le problème? Parce que quand vous dites que vous n'avez pas d'argent à distribuer... Lamine, c'est important. Lamine, écoute, attends, je vais te dire une chose, soyons sincères. Gérer un parti politique, c'est difficile dans l'opposition. Il y a des moments où les gens s'essoufflent. Ils cherchent des solutions. Il ne faut pas cacher la vérité. M. Alpha Condé, là, il est vigilant. On cherche maintenant des prétextes pour aller à la soupe. C'est le chef de file de l'opposition qui est invivable, je cherche à rassembler le maximum de gens contre cette mauvaise gouvernance. Mais les gens, à un moment donné, c'est très difficile. L'opposition, entretenir un parti politique d'opposition de longues années n'est pas aussi aisé. Il faut des moyens, il faut du souffle. Et souvent aussi, les gens, et c'est pourquoi ça n'arrive pas qu'ici, les pouvoirs font une ouverture et cherchent à récupérer les gens. Disent, bon, je vais être ministre quelques gens pour me refaire. J'ai discuté avec un cadre qui a décidé de partir vers la mouvance. Vous comprenez? Non, je ne dirai pas son nom. Parce qu'il est parti il y a depuis longtemps. Il dit, écoute, je n'ai plus les moyens de continuer à l'opposition. Ce n'est pas l'actuel PM? Je ne dis que je ne dirai pas son nom. Non, je ne dirai pas. Alors, je ne dirai pas. Tu comprends, je n'ai pas le temps, les moyens de continuer avec toi. Vraiment? Oui, j'ai dit non, écoute, nous sommes là pour défendre les valeurs. Il dit, si tu peux défendre les valeurs, certes, mais c'est si tu as quelque chose dans la poche. Lorsque tu es leader ici, tous les malades de ton parti viennent chez toi, tout le monde, tu ne peux rien faire. Surtout moi, mon électorat, ils sont plus fragiles que les tiens, donc ils ne peuvent pas, il faut que ça soit tout Mamjar. On a tellement d'indices, à la fin du compte, c'est Kassory en fait. Non, je n'étais pas de ce cas. Si tu veux accuser Kassory, j'aime bien, monsieur le président. Moi, je ne sais pas de qui je parle. Voilà. Alors, j'aime bien l'expression que vous avez utilisée depuis un certain moment. Aller à la soupe. Probablement, on ne vous le dit pas. Est-ce que le problème, ce ne sont pas ces 5 milliards? Est-ce que les autres opposants autour de vous n'auraient pas voulu bénéficier de cela auprès de vous? Parce que d'une certaine façon, c'est aussi considéré comme une soupe pour vous, vous qui êtes chef de file de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas un des problèmes? Non, je ne dis pas qu'il a demandé. Dans ce studio, j'ai même soutenu que c'était tout à fait légitime qu'il puisse y accéder. Mais est-ce que finalement, ça ne pose pas problème? Ça c'est 5 milliards. Suspendu depuis longtemps. Je te l'apprends ici, c'est suspendu depuis combien de temps? Depuis 2017, on n'a fait que quelques mois. Et puis après, pour quelle raison, monsieur le président? Parce que M. Alpha Condé a décidé de le faire comme ça. Parce que d'abord, on disait, on ne va pas financer ta campagne pour les communales. Mais ensuite, bon, c'est la loi, mais elle n'est pas appliquée. On devait me donner un véhicule de commandement, un véhicule d'exorte, et puis le budget de fonctionnement, mais on a suspendu actuellement. Quelconque absentéisme. Moi, je n'insiste pas pour ça parce que moi, je sais pas. Non, mais c'est important, parce que quand on gère un pays comme si c'était une entreprise, je vous ai dit, c'est le désordre partout. Mais je ne vais pas mettre ça. Les grandes gueules. Mais quand on 5 milliards, c'est pas petit, hein. C'est pas vous n'êtes pas à 5 milliards près, je sais, mais 5 milliards pour quelqu'un qui est... C'est important, Coton. Hein? Ça permet, et d'autant plus que c'est une loi. Et quand on vote une loi, elle doit être respectée. Vous devrez malheureusement, tu sais bien qu'on ne respecte pas la loi. Extraordinaire. On ne respecte le désordre dont j'ai parlé, c'est partout. Mais moi, je ne peux pas mettre ça en avant dans ma lutte politique. Parce que c'est pas ça.
Je n'ai jamais demandé. C'est à l'initiative d'Alpha Condé que le statut de chef de file de l'opposition a été voté et les avantages prévus. Et après, il a décidé de suspendre sans modifier la loi, sans la supprimer. Bon, écoute, moi, je ne veux pas mettre le matériel avant. Et lorsque je suis allé le voir, il le sait, il a dit, bon, pour le ça, on va mettre... Je dis, non, je ne suis pas venu pour ça, il ne faut pas mélanger. Je suis venu pour défendre l'application de l'accord. Et il a dit que ce n'est pas moi qui ai posé le problème, mais qui allait réactiver. Il a réactivé un peu, après il a bloqué. Bon, la voiture, on m'a dit de fournir des factures. Pour les voitures, j'ai amené depuis 2017, mars, jusqu'à présent, il n'y a rien, tout est bloqué. Alors bon, ceci dit, je vais dire par rapport à la question de Moussa Moïse Tamba, les gens sont libres de choisir. Et je dis simplement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Aujourd'hui, il y a une bipolarisation de la vie politique. Il y a le RPG et l'UFDG. Le RPG est au pouvoir. L'UFDG est ancré dans l'opposition. Bon, les gens sont dans l'opposition à un moment donné. Lorsque Alpha veut récupérer quelqu'un, soit pour isoler simplement ses loups, soit pour qu'il lui apporte peut-être quelque chose dans son soutien, disons. Évidemment, il a beaucoup de moyens, il a beaucoup de choses à offrir. Moi, si je veux garder quelqu'un à chose, je vais négocier, lui dire, mais écoutez, continuons ce combat, il est noble, c'est pour les valeurs, c'est pour les idées, mais c'est pas toujours facile. On n'a pas les mêmes choses. Toi qui offres un ministère, un gros ministère, et celui qui dit, bon, viens rester, les valeurs pour lesquelles on se bat sont nobles, c'est pas la même chose. Donc les gens après, mais pour justifier la transhumance, il faut dire que c'est celle qui est invivable. Or, ils ne sont pas là pour ces loups. Ils sont là pour le pays, pour dénoncer la mauvaise gouvernance, pour lutter, pour aller aux élections, gagner des élus. Mais il faudrait quand même le justifier. Pourquoi on a rejoint? C'est pas facile, parce qu'ils ont passé de longues années à critiquer la gouvernance, dont ils savent qu'elle est mauvaise. Mais pour justifier ça, oui, le chef de file ne m'a pas donné ceci, il ne partage pas, il a fait ceci, il est cela. Bon, mais sinon... Pendant longtemps, ils étaient fiers d'être à l'opposition. Vous ne vous êtes pas exprimé sur le cas de Papa Koli, dont j'ai rappelé... Papa Koli, le vice-président, quand même, le vice-président est sorti pour dire qu'il y a malaise au sein de l'opposition républicaine. Quel vice-président? Le vice-président, Papa Koli, non? Ahmed Kouma, j'ai lu dans la presse, Ahmed Kouma qui dit qu'il y a un malaise. Je n'ai pas lu, je n'ai pas su. Bon, Papa Koli, pour moi, jusqu'à présent, il est dans l'opposition. Vos rapports aujourd'hui. Nos rapports sont bons, que je sache. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On va revenir sur un cas particulier, si vous me permettez, parce que c'est important. Quand vous dites Alpha appelle, certains opposants, il leur donne des ministères importants. Moi, je pense à Aboubacar Sila. C'est important. Il était le porte-parole de l'opposition. Les circonstances. Pourquoi il a quitté l'opposition républicaine, je veux dire, et partir avec Alpha Condé? C'est important. Est-ce que vous en avez discuté à un moment donné? Il peut vous dire, nous avons fait un long chemin ensemble, monsieur le président de l'UFDG, mais comprenez les réalités qui incombent au fonctionnement de mon parti, mais aussi le poids social. Donc, est-ce que vous acceptez que je puisse au moins aller à la soupe, le temps pour moi de me reconstituer? Avez-vous eu une discussion pareille avec lui? On n'a pas une telle discussion. Est-ce que vous avez compris sa décision? Est-ce que vous vous êtes dit qu'à un moment donné, il était aussi il avait du mal à entretenir, à rester longtemps dans l'opposition? Parce que vous avez dit que entretenir un parti politique dans l'opposition est très difficile. Et est-ce que vous avez compris qu'à un moment donné, il avait besoin de se refaire une santé en allant au gouvernement? Vraiment, je ne vais pas faire de commentaires sur le choix qu'il vient de faire en quittant changeant de mouvance, en devenant le porte-parole de la mouvance après avoir été le porte-parole de l'opposition. Bon, c'est une décision qu'il a prise librement. Je dis, je n'ai pas de commentaires, c'est un choix. Je vous ai expliqué les circonstances. Les partis gardent leur autonomie. Et ils prennent leurs décisions en fonction de leurs convictions ou en fonction de leurs intérêts du moment. On a vu quelques tribunes quand même dans la presse venant de l'UFC, d'Aboubacar Sila, qui n'étaient pas des tribunes qui n'étaient pas assez tendres vis-à-vis de votre personne. Oui, celui est critiqué, celui est peint comme étant un opposant qui a un relent d'autoritarisme et tout ça. Voilà, on a même dit que moi je vais la nuit prendre des sacs d'argent, c'est Alpha Condé. Oui. Alpha Condé doit nous écouter, il sait que ça ne me ressemble pas. Même les droits. En tant que chef de file, je ne l'ai jamais évoqué avec lui. Je n'ai jamais revendiqué. Alors moins encore aller demander des choses. Je voulais rebondir sur ce budget avant de parler du port autonome de Conakry. Ce budget, vous dites, on vous a donné à un moment donné et puis ça a été suspendu. Vous avez eu combien
vous avez pris cet argent à hauteur de combien? Le montant, est-ce qu'on peut savoir à combien ça s'élève? Mais l'autre question, c'est par rapport à l'ancien porte-parole de l'opposition qui est aujourd'hui à la tête d'un ministère où ça chauffe, notamment par rapport au port autonome de Conakry. Est-ce que vous avez compris cette concession d'une partie du port conventionnel à la société Al-Bayrak? Je n'ai pas les montants exacts ici. J'ai reçu 3 trimestres de 2017. Je n'ai pas reçu les voitures, je n'ai pas reçu les voitures et je n'ai pas reçu après le dernier trimestre de 2017. J'ai reçu un trimestre de 2018. Bon, voilà, c'est tout. Depuis ça, c'est bloqué. Le premier trimestre, ils avaient repris. Je pensais que ça allait continuer. Après, on m'a dit que c'est suspendu encore au niveau des finances. En ce qui concerne le port dont vous parlez, je me suis déjà exprimé là-dessus. C'est le problème que je dénonce. J'ai dit que je pouvais comprendre que dans un partenariat public-privé, qu'on confie la gestion du port autonome à une société ayant des capacités sur la base d'un contrat programme avec des critères de performance, bien entendu, y compris le programme d'investissement. Mais on ne peut pas faire ça dans l'opacité totale. C'est-à-dire on ne peut pas... Les grandes gueules. Voilà, dire, bon, viens, on te donne le port. Parce qu'il y a des intermédiaires qui sont allés dire, bon, on va vous aider à avoir le port de Conakry. Et bon, on donne comme ça, de manière, c'est un patrimoine important, dans des conditions opaques. Il faut qu'on instaure la culture de la transparence et du respect des lois dans notre pays. Si chaque tout est à la discrétion du chef, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. D'abord, il y aura des préjudices au plan financier et on peut perdre des opportunités de développer notre pays parce qu'on a choisi de confier telle mission à un ami, non pas par rapport au service qu'il va rendre, mais pour lui rendre service lui. Et ça, c'est pas bon. Une gestion moderne, une gestion transparente, fondée sur les principes et les règles de l'état de droit, c'est ça que nous réclamons. Et je pense que si on doit avancer, il faut qu'on renonce à laisser tout à la discrétion du chef, du président de la République. Ça ne marche pas, c'est contraire à la loi. Alors, c'est une concession, comme vous avez dit, les conditions de passage sont naturellement très opaques, vous l'avez suffisamment souligné, mais au-delà de cela, le contenu, il donne des sueurs froide. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que les seuls qui se battent contre cette convention, ce sont les travailleurs du port autonome de Conakry. Pourtant, c'est un patrimoine dont l'effet concerne toute la population guinéenne. Est-ce que de votre côté, il y a de l'initiative qui est prise par rapport à cela, pour faire rapporter cette signature? Bon, écoutez, nous avons déjà, même hier, lors de notre réunion, nous avons marqué notre solidarité avec les syndicats. Au-delà des intérêts des travailleurs, qui sont un élément important, il y a aussi cette violation des règles de gestion de notre pays. Il y a, vous savez que le port est en situation de monopole. Toutes les importations maritimes passent par le port. Il n'y a pas de concurrence. Vous êtes obligé de vous soumettre aux tarifs fixés par le port. Or, comme nous consommons, 70% de nos consommations sont pratiquement importées. Les grandes gueules. Tous les produits de première nécessité sont importés. L'huile, la farine, le riz, et tout ça. Et vous savez, le port fixera les tarifs qu'il veut. Et le consommateur va payer. C'est le consommateur qui paye. Vous comprenez? Donc, c'est une gestion, il faut faire en sorte que ça soit dans de bonnes mains et avoir, naturellement, s'assurer de la capacité de la personne qui doit le faire. Et il doit s'engager sur un certain nombre de trucs, aussi bien de tarifs, parce qu'il faut qu'il y ait des tarifs compétitifs par rapport aux autres ports à côté, mais par rapport aussi au coût réel. Mais lorsque ça se fait de manière, le président de la République doit aller le 13 en Turquie, le 9, on envoie la convention, on dit qu'il faut signer ça tout de suite. Il veut aller comme ça. Mais au-delà de la procédure, monsieur le président de l'UFDG, il y a le contenu et il y a les investissements qui sont annoncés pour faire la modernisation et l'extension du port. Il y a, dans l'argumentaire mis en avant, développé par le gouvernement, on met en avant justement ces investissements autour de 500 millions et comparé aux recettes annuelles du port autonome qui n'atteignent même pas aujourd'hui 5 millions de dollars américains, donc qui sont à 1000 lieues donc, de ces investissements annoncés pour pouvoir aller à ces extensions. Et le ministre Aboubacar Sylla, dans une sortie au siège de son parti,
défend également cette convention et dit, en ce qui concerne les craintes émises par les travailleurs, qu'il n'y aura aucun cas de licenciement. Est-ce que vous avez pris le temps, vous, de l'opposition, le temps d'étudier, de comprendre les implications de cette convention de l'intérieur? De l'intérieur, ce qui est constant, lorsque vous voulez vous assurer que le programme présenté, y compris le programme d'investissement, par un candidat à la reprise du port est bon, il faut confronter 2 ou 3. Vous pouvez, il y a des gens, il y a Bolloré, lorsqu'on a voulu passer au privé le terminal à conteneurs, on a fait un appel d'offres. Même si son dépouillement a fait l'objet de beaucoup de critiques, mais on a fait un appel d'offres. Il y avait les offres, le ticket d'entrée, le programme d'investissement, les tarifs, tout était là. Et la commission de dépouillement a dépouillé. Elle a attribué le marché à Necotrans. Je ne reviens pas sur le bien fondé de la décision, sur laquelle après on est revenu. Mais là aussi, on aurait pu faire la même chose. Même si c'est une consultation restreinte, il y a 5 grandes sociétés dans le monde qui sont connues pour leur capacité, leur expertise en matière de gestion de port. On les amène, on dit, bon, la Guinée veut, dans le cadre d'un partenariat public-privé, mettre sous concession la gestion du port de Conakry. Elle souhaite ça et ça et ça et ça, dans un cahier de charges bien élaboré. Faites-nous des propositions. Vous allez savoir si cette société vous a proposé, par exemple, un programme d'investissement de 500 milliards, vous allez voir ce que l'autre. On veut un port moderne, répondant à telle chose. Les grandes gueules. Il y a un minimum de transparence. Même si vous appelez un ami, Aboubacar Diallo, même si toi on te dit, on te donnait le port, tu es un intermédiaire, toi tu connais, tu viens me voir, je suis président de la République, président, j'ai trouvé une société qui va nous faire le port, elle peut nous donner une commission de 10 millions de dollars, ou chaque année, ils peuvent nous donner 3 millions de dollars. Ça, ce sera entre nous. Donnons-lui le port. Puisque vous n'avez pas de compte à rendre, tout ce dans le pays se fait à votre discrétion, vous ordonnez de donner le port. On peut penser à toutes ces choses, parce qu'on ne peut pas faire les choses gratuitement dans ce monde. Alors que si, dans le cadre d'un programme de privatisation, de développement du partenariat public et privé, l'État veut améliorer la gestion du port en mettant ça sous concession, on dit, bon, si on ne peut pas faire un appel d'offres ouvert, on connaît des sociétés, y compris celle-là, si elle a des capacités reconnues, parce qu'il y a des critères. Les critères, on peut les définir. Avoir l'expérience de gestion d'un ou d'autres rapports à l'international, avoir fait ça. Les grandes gueules. Vous garantissez la qualité du service. Même s'il n'y a pas de commission, mais au moins vous avez... Enfin, les commissions, c'est que le port verse comme redevance à l'État, vous avez un port performant où les tarifs sont compétitifs parce que c'est à l'avantage aussi bien des travailleurs que du pouvoir d'achat de tous les résidents. Tout à fait. Donc, si on ne fait pas ça, on sait comment ça se passe. C'est quelqu'un qui arrive, président, moi je ne vais négocier, aide-nous. Comme le président n'a de compte à rendre à personne dans ce pays, il dit bon, donnez. Comme il l'a fait pour Asperbras, comme il l'a fait pour beaucoup de contrats ici, qu'on a eu la possibilité de... L'autre sujet brûlant de l'actualité, c'est aussi cette question avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. On a vu Aboubacar Souma, le secrétaire général, se braquer récemment autour des négociations d'un salaire de base de 8 millions pour les enseignants. Et ils disent que si, cette négociation ne va pas à son terme, il n'y aura pas d'ouverture des classes. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que, bon... Vous avez suivi la sortie du Premier ministre qui dit qu'il est impossible pour son gouvernement de payer un salaire de 8 millions à chaque enseignant. Est-ce que vous comprenez cette sortie après une augmentation de 40%, c'est vrai, au cours de cette année 2018 et après aussi la LFR que vous avez suivi, le gouvernement qui a mis en avant ses difficultés en termes de mobilisation des recettes qui ont baissé, mais aussi d'autres pesanteurs. Je pense que les médias ne doivent pas être l'élément par lequel le syndicat et le gouvernement dialoguent. Il faut instaurer le dialogue. Et puis décliner les arguments que les uns ont pour réclamer 8 millions, que les autres ont pour dire que ce n'est pas possible. Il faut d'abord qu'on rentre dans une dynamique de dialogue et qu'on arrête de se mépriser
ou de se menacer ou de se faire du chantage à travers les médias. Ils n'ont qu'à se retrouver. Le Premier ministre qui dit que ce n'est pas possible doit pouvoir convaincre les syndicats que ce n'est pas possible. Ouais. Les syndicats, peut-être qu'ils ont des arguments pour dire que c'est possible. Moi, je n'ai pas d'éléments ici pour savoir que on peut ou on ne peut pas. Mais je pense qu'au cours d'une négociation lucide, on peut peut-être se convaincre en tant que Guinéen pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Monsieur le Président, nous allons avancer. Votre ami Kassory est à la tête du Palais de la Colombe depuis un peu plus de 100 jours. Un regard sur les tendances que prend sa gestion à la tête de la primature. Est-ce que le cap est fixé? Ensuite, on aimerait vous entendre sur... parce que vous n'êtes pas toujours en désaccord avec le RPG. Quand il s'agit du terrain politique, quelquefois, vous vous entendez assez bien par rapport à cet accord politique né de la crise sur les communales. Parlez-nous des grandes gueules. Et ça a donné lieu à des dérapages. On a porté atteinte un peu au tissu social. Donc l'imam de Kindia s'est prononcé là-dessus. Le Kontigi de la Basse-Côte et l'Aïsegona également. Tout ça au sujet du choix porté sur M. Abdoulaye Diallo pour être maire de Kindia. Très bien. Par rapport aux 100 jours de Kassory, j'ai eu déjà l'opportunité de me prononcer là-dessus. Je pense que c'est très difficile de faire un bilan au terme de 3 mois de gestion d'un État. Ouais. Mais on doit quand même noter des faits marquants intervenus dans les 100 premiers jours. L'augmentation du prix du carburant, la concession du port autonome, la prolifération de ces discours communautaristes et tribalistes, et quoi encore, voilà. C'est ça les éléments, c'est les éléments négatifs. Justement, et positifs alors? Les éléments positifs, on peut peut-être dire que on va partir sur son truc. Il y a eu l'accord politique. Des grandes gueules. Le contrat me retenait de vous? Non, mais attendez. Vous êtes artisan de cet accord politique. Vous aviez participé. Oui, mais j'ai des reproches à vous faire par rapport à cette position que vous prenez souvent, en disant qu'il y a une complicité entre le RPG et l'UFDG ou entre la mouvance et l'opposition. D'abord, de la loi. Oui, de la violation de la loi. Oui, d'accord. Voilà. Nous sommes à l'UFDG très attachés au respect de la loi. Vous savez, ici, au-delà du contenu des contrats, des concessions, j'ai toujours dénoncé le fait que la loi n'ait pas été respectée. Justement. Parce que lorsque je serai président, vraiment, j'aurais à cœur d'instaurer l'état de droit. J'ai du mal à croire, Koto. Vous savez pourquoi j'ai du mal à croire? Je place juste après vous continuer. Tu es libre. Mais oui, je sais. Libre, mais les Guinéens le savent. Mais non, Koto, parce que j'ai pas compris. J'étais hors du pays quand j'ai entendu que vous avez appelé, quand on a porté plainte contre l'imam de Kindia. Non, je vais pas comprendre. Quand vous me dites aujourd'hui, quand vous serez président de la République, que la loi soit respectée, je dis là, c'est juste pas possible. Tu poses la question et je te donne la réponse. Ne prends pas de jugement. Ne fais pas de jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je reviens en répondant à sa question, je réponds à la tienne. Oui. Tu comprends? Parce que l'accord politique, pourquoi on arrive... Je suis hostile aux accords politiques. Oui. Pourquoi on va au dialogue politique? C'est parce que la loi n'est pas respectée. Mais le non-respect de la loi est imputable au gouvernement, à ceux qui gouvernent le pays, qui ont la responsabilité d'organiser les élections à bonne date, qui ont la responsabilité de sanctionner ceux qui tuent, les crimes commis dans le pays, que ce soit les grandes gueules, qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens, qui ont la responsabilité de respecter la parole donnée, les accords politiques. Nous manifestons parce qu'on n'a pas organisé, disons, les élections à bonne date, ou parce qu'on a garanti l'impunité à des gens qui ont commis des crimes contre nos militants. Nous manifestons, on dit arrêtez, venez, on va discuter, on va trouver une solution. Lorsqu'on va au dialogue, on nous critique. On doit continuer à manifester. Lorsqu'on dit venez, on va trouver une solution autour de la table. Nous arrêtons les manifestations parce que nous privilégions le dialogue et la concertation pour trouver des solutions, aplanir nos divergences avec la mouvance. Nous renonçons. Nous disons rentrer, le calme, on va au dialogue. En clair, des concessions. Ce n'est pas une concession. Mais si, attends, non. Mais si, en fait, la remarque. On ne va pas continuer. Attends, laisse-moi, parce que si vous ne situez pas, tu ne situes pas et le dialogue et l'accord qui en sort, très bien,
pourquoi on est arrivé là, tu ne peux pas bien juger, te prononcer sur la qualité de l'accord. Nous signons un accord. On fait des concessions par rapport à nos revendications. Oui. Je vous ai dit ici, on veut que la Haute Cour de justice soit mise en place. On a refusé. Les élections locales qui devraient avoir lieu en 2011 n'ont pas eu lieu. Les élections législatives, c'était en mars 2011, c'était prévu. On n'a pas eu lieu. Tout ce qui était prévu dans les mesures transitoires de notre constitution n'ont pas été mis en œuvre. La responsabilité de qui? C'est Alpha Condé. Nous manifestons pour qu'on aille aux élections. Nous manifestons pour qu'il y ait des enquêtes pour savoir qui a tué qui lors des manifestations. Nous manifestons pour que les indemnisations qui étaient prévues soient décaissées et données aux victimes. On dit qu'ils aiment la violence. Lorsqu'on dit arrêtez, venez sur la table de négociation, nous le faisons et nous venons. On fait des concessions, on donne encore de nouveaux calendriers. Attends, on ne le respecte pas. Oui. Je reviens sur la question de l'accord, parce que c'est ça l'accord politique. Oui. On a dit ici, on a fait des efforts pour que vous compreniez qu'on nous a volé dans les centralisations. On a fait plusieurs conférences de presse, je suis venu expliquer. Parce que, pas tout sur toute la Guinée, mais on a couvert Conakry, tous les bureaux de vote de Conakry, on avait les PV. Dressés par des gens qu'on n'a pas nommés, qui étaient habilités à le faire. On a fait cet effort, cet investissement pour pouvoir disposer des résultats issus des urnes. Arrivé à la centralisation, on a fait subir aux magistrats des pressions pour qu'ils changent ces résultats, pour donner des avantages au parti présidentiel. On vous a expliqué avant même que Étienne Seropogui ne fasse ses aveux. Vous avez vu, on a donné tout par bureau de vote. Donc on a dit qu'on n'accepte pas les résultats. Le président, dans une première phase, nous dit, allez, si ce que tu me dis est fondé, je vais demander à la CENI de vérifier, de me faire un rapport. Si c'est fondé, je vais corriger, parce que je ne veux pas le vol. Il me dit ça à moi. La CENI nous convoque. Dès qu'on commence, ils se rendent compte qu'on avait complètement raison. Il dit non, je ne peux plus continuer. Les grandes gueules. On reprend les manifestations. On dit on veut les vrais résultats. Parce qu'on les avait. Preuve à l'appui. Finalement, on manifeste, on dit non, le président dit il faut que je vienne le voir. Je viens le voir, il y a le communiqué qui a sanctionné notre acte. Demande au comité de suivi. Pourquoi le comité de suivi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'intermédiaires, y compris d'éminents avocats proches d'Alpha Condé. Ils ont dit seule la décision du dialogue politique peut s'imposer sur la chose jugée en Afrique. Ils disent vous ne pouvez trouver de solutions qu'au niveau du dialogue politique. Puis si le dialogue politique prend une décision, elle peut s'imposer sur la chose jugée. Mais sinon, les tribunaux de première instance se sont prononcés, on ne peut pas revenir dessus. Parce que ce serait violer la loi. Mais la loi a été violée avant parce que falsifier un PV ou l'écarter de la centralisation est une violation flagrante de la loi. On pouvait le prouver. On l'a prouvé. Les magistrats qui ont instruit les recours ont reçu aussi la pression pour qu'ils ne modifient pas les résultats tirés de ces ACV. Aujourd'hui, c'est Étienne qui dit, c'est vrai, parce qu'il s'était rendu compte. Et même lorsqu'on est allé pour faire la vérification à la CENI, les gens se sont rendus compte qu'on avait raison. Mais ils disent que ça, c'est pas eux, c'est les CACV. Et puis ensuite, les juges des tribunaux de première instance. Donc, lorsqu'on retrouve, on avait ces éléments. Et le pouvoir le savait, c'est pourquoi depuis février, on n'a pas installé les trucs parce qu'ils étaient dans leur âme, dans leur conscience, ils savaient que c'est vrai, nos revendications. Maintenant, on dit, bon, voilà comment c'est. On va vous rendre une partie du butin. Laissez tomber le reste parce que nous sommes là dans le dialogue politique. On peut continuer à manifester. Dire qu'on veut intégralement les résultats. Avec les grandes gueules. Militants, parce qu'il y a eu 10 morts dans la répression de nos manifestations. Vous comprenez? Donc, dans le cadre politique, là, on dit on nous rend tous les quartiers. C'est-à-dire qu'on va considérer comme résultat du quartier les vrais résultats des PV. Mais au niveau au niveau des communes, comme les tribunaux se sont prononcés, c'est pas la peine qu'on revienne dessus. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'habitude dans ce pays que les politiques se retrouvent pour annuler une décision de justice. Parce que même les partenaires qui nous soutenaient, parce qu'ils étaient convaincus qu'on avait raison, ils ont dit, mais si les politiques se retrouvent et décident de changer une décision de justice, c'est qu'il n'y a plus d'état de paix. Donc, nous, on a compris ça. On a accepté d'aller maintenant au vote dans les communes avec les faux résultats. Je vous ai dit qu'à Kindia, on a eu 22 sièges sur 41 et le RPG 12 dans les bureaux de vote. Et ils ont transformé ça, ils ont donné 17 au RPG et 17 à nous. Mais à Diberka, c'est pire. On a eu 23 sièges sur 41. Le RPG a eu 12. Ils nous ont donné 16, ils ont donné au RPG 19.
À Dixine, on a eu 17. Le RPG a eu 10. On nous a donné 13. On a donné 14 au RPG. Il fallait qu'on accepte ça et on nous rend les quartiers et les 6 communes rurales. En contrepartie de cette rénonciation. C'est un truc politique, c'est un échange. Mais si on a fait ça, c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'on nous a volé. Oui. Sinon, ils n'avaient pas à nous donner des quartiers qu'on n'a pas mérité, ou bien on dit qu'on vous laisse comme ça. Bon, on a accepté ça. Ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur. Oui. Parce que ce n'est pas la loi et c'est contraire vraiment à nos droits. Parce Comment vous appelez ça? C'est pas la concession? Cette concession dans le cadre du dialogue politique, c'est comment sortir de crise. Oui. Parce que soit on continue de manifester. Justement, quand vous dites demain vous serez président de la République. Oui. Comment croire justement? Parce que le cas de Kindiama, ça m'a choqué. Vous n'êtes pas revenu dessus. Oui, attendez, je vais finir à la question. Oui. Voilà, parce que je comprends les propos de l'imam de Kindia. Oui. Il entre en conflit avec la République. Oui. Avec le pacte républicain. Ouais. Je pense qu'on ne va pas mettre ça en conflit entre Abdoulaye et l'imam. Ouais. Parce qu'il faut que le président de la République, qui est responsable, qui est le gardien de ce pacte républicain, qui a juré sur la Constitution, il faut qu'il se saisisse de ça au niveau national. Parce qu'il ne faut pas qu'on tolère que les gens brisent ce pacte républicain, qu'on dise qu'Abdoulaye Ba, qui est né à Kindia, qui a grandi là-bas, parce qu'il n'est pas de ceci, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas être maire. Il a été candidat. Il a gagné par le score que je viens de rappeler. 22 sièges contre 12 au RPG. Et on dit qu'il ne peut pas être maire, qu'il n'est pas aimé des gens. Donc, vous avez appelé le juge. J'ai dit non, écoute, ne transfère pas ce problème entre toi. Ça te dépasse. Ça, c'est la République parce que ça touche effectivement le pacte républicain, l'unité de la nation, où on est citoyen guinéen, on jouit de ses droits partout ou pas. Vous n'êtes pas victime de votre sagesse finalement à la fin du compte. J'ai envie de dire votre gentillesse quand on sait le. Parce que s'il faut fouiller là, je veux dire, il faut mettre au sol les lois, à dire qu'on va essayer de partir de concession en concession. J'ai interpellé le président publiquement. Oui, j'ai dit il faut qu'il se saisisse de cette. Il faut qu'on mette fin à ces propos. Pendant ce temps, ça continue. Oui, ça continue. Parce qu'il y a les déclarations aussi du Kuntigi. Parce que le président a peut-être lui-même suscité ça. Si moi je suis président, je ne peux pas tolérer qu'on te dise, toi, s'il faut que tu retournes à Bokeh, si tu dois être, parce que ton père est né là-bas, c'est là-bas seulement que tu peux exercer tes droits de citoyen. C'est pas possible. L'imam de Kindia n'est pas le seul à s'exprimer. Et le Kuntigi, sa prise de position dans ce débat, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut qu'on les interpelle au niveau le plus élevé. Le gardien de l'unité, du pacte républicain, doit réagir, dire écoutez, nous sommes dans une république unitaire, dans un état, des propos comme ça, je ne peux pas tolérer. Ce n'est pas parce que même si la justice... Monsieur le Président, moi je vous entends sur les questions liées à la communauté, à l'ethnie. Mais j'ai envie de dire, vous-même, vous êtes prisonnier de ce discours. Non, il ne faut pas m'attribuer des choses qui ne sont pas je ne vous attribue rien. C'est une observation que je fais. Je suis observateur de la scène politique. Je vous suis parce que vous êtes potentiellement notre prochain président. On vous suit chaque fois que vous sortez. Et cela, c'est une responsabilité du journaliste. Je vous ai entendu sur le cas Dixine par les années passées. Il y a ce discours communautaire qui s'attache aussi à vos propos. Même pour s'en défendre, j'estime que c'est dû. Vous perdez trop de temps sur les questions ethniques. Est-ce qu'à un certain moment, vous-même, de manière inconsciente, vous ne contribuez pas à donner de la force et du chemin à ce discours communautariste qui a été entretenu depuis 2010? Non, sauf si vous voulez m'accuser comme ça. Pour moi, les citoyens, c'est une observation. Attendez, j'accepte la diversité culturelle, ethnique de notre pays. J'en suis fier. Mais pour moi, lorsqu'on parle politique, c'est le citoyen guinéen. C'est le citoyen dont il faut défendre les droits pour qu'il puisse, partout où il est, exercer pleinement tous ses droits reconnus par la Constitution. Je suis fier qu'on dise, bon, je sais que toi tu es Kissien et tout, mais tu es guinéen d'abord. Lorsque je te parle en politique, tu es guinéen, tu as le droit de voter, tu as le droit d'être élu, tu as le droit d'élire. Et dans l'UFDG, tous les citoyens, tous les militants sont traités sur le même pied. Et nous voulons que l'unité nationale soit consolidée parce qu'elle a été beaucoup malmenée depuis 2010. Allez-y, madame, pour clore. Alors, moi, je voudrais vraiment revenir sur... malgré
malgré toutes ces concessions qu'ils ont faites, notamment en obtenant cet accord, Monsieur le Président, on a l'impression que ça n'a pas prospéré parce que nous peinons à obtenir une date pour l'installation des exécutifs communaux. Ça, c'est la première question. Mais l'autre question, comment comprenez-vous ce mélange, cette divagation, ce mélange politique des sages qui viennent s'immiscer dans la vie politique? En 2015, on a vu le Kuntigi, notamment de la Basse-Côte, venir vous tendre main forte, vous soutenir. Comment comprenez-vous ce revirement? Par exemple, au Burkina Faso, le Moro Naba, c'est une personnalité morale qui ne parle pas à tout moment, mais à chaque fois qu'il hausse le ton, c'est toute la République qui suit. Comment comprenez-vous cette différence avec la Guinée? Écoutez, je pense que les hommes sont libres de soutenir. Encore que lorsqu'on est imam, lorsqu'on est Kuntigi, on devait avoir une petite réserve par rapport à la politique. Même si on a des sentiments, pouvoir les garder pour garder la crédibilité vis-à-vis de tous ceux qui te font confiance, au nom desquels tu peux parler. Oui. Mais ici, parfois aussi, c'est comme les hommes politiques. Parfois, on a besoin des faveurs, hélas, du pouvoir. Là, Segouna, il vous surprend, il vous étonne? Oui, il me surprend, oui. Allez, merci. Allez, vas-y. En 30 secondes, pourtant, un certain 19 mai 1991, l'opposant Alpha Condé, au lendemain de sa sortie de prison, a fait un discours qui marque aujourd'hui. Il dit: mon premier propos porte sur l'unité nationale. Je suis malinké par mon origine et de Bokeh par ma naissance, mais je ne suis ni malinké, ni Peul, ni Soussounou Guerzé, ni Thomas, ni Kissi, ni Baga, ni Konyagé. Je suis guinéen et fier de l'être. Nous devons veiller à notre unité comme sur la prunelle de nos yeux. Sans l'unité nationale, la Guinée n'existe pas. C'est par la volonté de Dieu que nos différentes ethnies ont été réunies dans ce cadre géographique qu'est la Guinée. S'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait que nous vivions dans l'unité, l'harmonie, la tranquillité, la paix, respectons en bon croyant la volonté divine et renforçons notre unité et notre solidarité. Je pense que quand vous transposez les discours de l'opposant, ce discours qui est assez important. Les républicains. On va utiliser des pans de ce discours dans nos émissions ici. Vous voyez que c'est un discours complètement républicain qui donne du sens même à la valeur du citoyen. Je pense que si on pouvait transposer ça aujourd'hui, ça allait être une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être en 30 secondes pour clore. Merci d'être passé. Je sais pas même. Oui, je pense que notre démocratie est menacée. Il faut lancer un appel aux Guinéens, à tous, y compris les journalistes que vous êtes, pour qu'on se mobilise, pour sauver l'essentiel, pour sauver le pacte républicain, pour sauver notre démocratie, pour sauver notre constitution qui est menacée. Et il faut qu'au-delà de nos sensibilités, de nos casquettes respectives, qu'on puisse quand même se donner la main pour sauver la République, pour sauver notre constitution. Elle est sérieusement menacée. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé chez les Grandes Gueules. Espace TV, les Grandes Gueules, le top des GG. Fatou Sagnan, bonjour. Bonjour Abaka. Bienvenue dans cette émission. Alors ce festival, c'est pour quand? Le festival, si je m'abuse, Festival de la critique cinématographique. International de la critique cinématographique de Guinée. C'est du 10 au 15 octobre 2018, Inch'Allah. Parlez-nous des contours de ce festival. Les préparatifs. Les préparatifs, l'initiative, pourquoi? Je commence par l'initiative précisément. Dans un pays où le cinéma se cherche, se relève ou tombe à des moments, on a besoin de se donner la main, mais à côté, avoir une critique pour pouvoir comme on appelle, se reconnaître dans une vitrine de bienfaits ou de tromperie. Donc, l'initiative de ce festival vient de votre association. De notre association, dont l'association guinéenne des critiques de cinéma qui existe depuis belle lurette, plus précisément depuis 2008. Donc nous avons comme pour habitude de former les jeunes, inviter des critiques célèbres de l'extérieur et appeler les réalisateurs, les producteurs sur des plateformes d'échange tout. Et nous sommes en train toujours de renchérir notre démarche. Comment ça se passe les préparatifs, Bassirou? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Comment ça se passe les préparatifs? Où vous en êtes à un mois justement de l'événement? Oui, à un mois de l'événement. Ça va bon train. Tant bien que
que mal, parce qu'il y a des soutiens. Le moral Oui, le moral, il est au beau fixe. Bien. Le financement est en train de se mettre en place. Nous avons Ça provient d'où ce financement? De nos relations personnelles, de notre cotisation à nous, des fonds propres de l'association, ainsi de suite. Et aussi l'appui institutionnel du ministère de la Culture qui est en train de mettre... Mais ça ne suffit pas, il faut... Oui, mais qui est en train de mettre, aussi. Bien sûr, tout ne peut pas se faire en un clin d'œil, tu sais, Abakar. Oui. Tout se fait avec le temps. Ouais. Et l'appui institutionnel est déjà acquis, l'appui financier est en train de se mettre en place. Ouais, et les mécènes, les sponsors, ils se mobilisent aussi? Les sponsors, oui. Il y a certaines qui ne veulent pas être citées pour le moment parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas donné suffisamment d'argent, mais on les remercie, ils se reconnaissent dans ce propos. Mais il y a des sponsors qui tardent aussi à donner leur aval parce que certainement ils ne comprennent pas. J'ai reçu le projet, j'ai cru comprendre qu'il y avait une banque de la place, Orabank pour la nommer, qui devait agir pour prendre en charge le budget. Comment ça se passe? Avec tout l'espoir qu'on a porté sur cette banque qui traîne encore les pieds, parce qu'ils ne parlent pas certainement le langage du cinéma, ou ils ne veulent pas communiquer parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là de communiquer sur leur banque, alors que nous, on a visé sur beaucoup de banques. Finalement, on s'est retrouvé à se dire autour de la table, on choisit finalement une seule banque parce qu'elles sont concurrentes sur le marché. Donc, par leur manière d'accueillir, et la plupart de nos membres d'association témoignent qu'on ne peut jamais venir à Orabank et constater une perte d'un bien, comme on appelle, dans son argent. Bien. Et la moralité de ces gens qu'on a touchés, on a dit d'accord, on va essayer d'aller avec cette banque-là. Mais jusqu'à présent, la chargée de communication nous dit tout le temps, on n'a pas encore validé le budget, ça va être validé ou pas. Ils veulent continuer avec nous. À la semaine des 4 jeudis, Ils veulent continuer avec nous ou pas. Nous, le festival se fera. Le festival se tiendra donc à partir du 12 octobre, vous avez dit? Non, du 10 au 15 octobre. Du 10 au 15 octobre. Oui. Et quel appel à l'endroit du monde cinématographique, mais aussi de tous ceux qui peuvent donc apporter une pierre à la construction. Mais c'est de comprendre que le cinéma est la mère pour moi de la culture. Et grâce au cinéma, on fixe nos événements par le biais de l'image, du passé, du présent, même anticipé sur notre avenir. Donc si on ne comprend pas le langage culturel à travers le cinéma, je me dis que c'est parce qu'on ne comprend rien. Les têtes d'affiche en 30 secondes qui sont attendues? Oui, nous avons Alain Gomis qui a été le détenteur du prix Yenega du FESPACO 2017. On a Mahmat Haroun Saleh de Tchad. Le Tchadien, oui. Oui, le Tchadien qui a été le ministre du développement touristique et de la culture de Tchad de 2016 à 2017. Nous avons aussi une grande critique cinématographique sénégalais qui est Fatou Kinesen. Et qui sera là aussi. Et qui sera là aussi. Donc dans et sans oublier, bien entendu, et comme on appelle nos partenaires techniques, qui est l'ONASIG, où la dame est en train, Madame Mariama Kamara est en train de se battre pour que le cinéma guinéen puisse sortir de sa léthargie. Bien, c'était donc Fatou Sagnan, cette grande activiste du monde de la culture et qui est donc qui est porteuse de ce projet de festival international de la critique cinématographique, le premier du genre à se tenir dans notre pays. Rendez-vous du 10 au 15 octobre prochain ici à Conakry, donc au Centre culturel franco-guinéen, mais aussi sur d'autres théâtres où se tiendront donc les ateliers, mais aussi les sessions de formation. Merci Fatou, merci d'être passé. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. On arrive au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe des réalisations. Amadou Sow du côté de la radio, Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télévision. Merci aussi à toute l'équipe des cadrages, Awal, Aliou et toute l'équipe. Merci de l'attention et à très bientôt. Lundi, le Turbo qui sera aux commandes de retour. Au revoir, portez-vous bien.